Donc avant de rentrer dans la présentation, je voudrais juste dire deux mots sur l'exposition qu'il y a ici au niveau du hall, donc un travail, comme a dit Nathalie, mené par des étudiants sous la direction de Marie-Juliette Robillot, qui nous a quittés, et moi-même. Et l'idée originale qu'on a eue, parce qu'on voulait travailler ensemble, l'idée c'était est-ce qu'on pouvait faire quelque chose avec l'IA, sachant qu'auparavant, on a travaillé en architecture sur des bâtiments qui auraient des formes issues, enfin des formes qui représentent des solutions d'équations mathématiques. Et donc elle s'est engagée là-dedans. On a réussi à faire une belle exposition à l'époque en pseudo 3D. Et puis on s'est engagé avec l'IA. Donc pour ce nouveau travail, on s'est basé sur un problème pédagogique ou didactique, je ne sais pas trop comment on dit. L'idée est d'apprendre aux élèves à décrire un tableau, une peinture. Alors, savoir choisir les mots, l'ordre des mots, comment construire des phrases pour décrire quelque chose. On est parti de là. On est parti d'abord sur une bande sonore, et puis après, on a transféré ça vers des images. On s'est basé sur de cartes postales qui sont des œuvres, et l'objectif était de faire travailler les étudiants avec des IA de façon à travailler en fait le texte et comment on décrit. Alors, je ne vais pas passer plusieurs minutes là-dessus, mais je vais vous dire que quelquefois les expositions, les tableaux que vous avez sont le fruit d'une IA. Et quelquefois, c'est des dialogues entre des IA. Donc c'est un peu plus compliqué que juste un prompt qui donne une image. En fait, c'est des IA qui se parlent entre elles et qui collaborent pour produire. Donc ça va un petit peu plus loin, notamment pour la dernière exposition de 2024. Voilà, c'était juste pour un petit peu recadrer les choses et vous donner quelques éléments d'appréciation et comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a fait. L'objectif, ce n'était pas de générer des images, mais vraiment travailler sur le texte que doit construire l'enfant pour lui apprendre à décrire une œuvre. Voilà. Est-ce que ça marche? Moi, je peux parler sans transparent. Hein. J'ai pas vraiment besoin de transparent, mais c'est toujours agréable. Bah, ça marchait tout à l'heure. Donc, tu sais quoi? Je suis désolé. Ah oui, donc je fais rien. Ah. Là. Là. Voilà. Ça devrait marcher, là. Et mon exposé, il est où? Attends, je reviens là. Tac. Ton exposé, c'était sur Chrome, ouais. Voilà. Je te remercie. Désolé pour ça. Alors, est-ce que ça va vraiment marcher? On va le voir tout de suite. Donc, j'ai donné un titre. Hein, donc, c'est un voyage que je veux vous proposer donc, avec IA. Mais avant, parce qu'on est le 2 octobre, vous ne le savez pas parce que vous êtes tous et toutes des fonctionnaires, mais normalement, en ce moment, ceux qui sont au chômage doivent déclarer leur situation. Et alors, je dois faire présenter mon CV pour ceux qui ne me connaissent pas, sauf pour l'étiquette enseignant maths 10. Je suis ingénieur mécanicien, donc énergéticien, avec une thèse en physique nucléaire. Et j'ai abandonné cette filière pour faire de la robotique. Ensuite, j'ai rejoint un laboratoire de mathématiques appliquées pour travailler sur les courbes et surfaces. Et après, les obligations professionnelles m'ont dirigé vers le monde industriel pour faire une thèse d'habilitation en génie industriel. Voilà, en gros, pour les assises, je dirais, ça marche? Il y a quelqu'un? Pour mes assises. Alors après, qu'est-ce que je veux dire? En termes d'enseignement, depuis l'UFM jusqu'à aujourd'hui, j'ai à peu près tout fait. Il n'y a que la cuisine, peut-être, et le sport. En jaune, ce que j'ai pu faire ici à l'INSPE, en blanc à l'université. Ensuite, au niveau national, et puis en orange, c'est plutôt au niveau international. Donc voilà, si vous avez un emploi pour moi, parce que je ne fais pas mon service, n'hésitez pas. Donc voilà, mon domaine de recherche a commencé par des maths. J'ai beaucoup travaillé sur les zéros de polynômes. Et juste après ma thèse, j'ai travaillé en intelligence artificielle parce que on m'avait chargé de cette mission-là à l'École centrale Paris. Et c'est là que j'ai commencé. Donc aujourd'hui, je travaille sur la transformation des résultats de recherche dans un domaine scientifique vers un autre. Voilà. Et pour commencer, je dirais, j'ai envie de vous montrer une petite anecdote, mais c'est historique, c'est vrai. C'est pour le basketball, donc à la fin du 19e siècle. Pourquoi il s'est tourné, lui? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, les paniers étaient comme ça. Peut-être que c'était fermé, d'accord? Et donc il y avait la lumière. Ah, ça je ne sais pas faire.
c'est mieux. Désolé. Merci. Donc l'idée, c'est que le panier de basket était fermé. Et donc il y avait, bon là, j'ai pas retrouvé une image, donc je l'ai fait faire. Donc on fait un opérateur qui venait à chaque fois qu'il y avait un panier, donc aller chercher le ballon, d'accord. Et puis un jour, quelqu'un a eu une idée géniale. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne couperait pas tout bêtement le panier, comme ça le ballon il tombe. Et là, une révolution, une révolte. Mais comment on va perdre notre métier? Je pense que le clin d'œil est assez clair. Et donc, ce que je voudrais dire, mais je vais passer vite parce que j'ai préparé pour 1h30. Après, j'ai vu hier soir que c'était 1 heure. Et puis, Laure m'a dit qu'elle a déjà pris 20 minutes. Donc, l'idée, c'est que j'aimerais bien vous dire 2 mots sur ce que c'est l'IA au sens quasiment mécanique. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous, et vous connaissez comme moi, le côté usage. Hein, parce que vous avez tous cliqué un jour ou un autre, pour voir, ou peut-être même que vous avez été séduit, mais réellement, qu'est-ce qu'il y a? Comment interpréter ce qu'on obtient et pourquoi est-ce qu'on obtient ça? Et c'est très important pour bien définir les usages possibles des IA. On ne peut pas s'arrêter à la magie de ce qu'on voit à l'écran sur l'interface utilisateur. Il faut savoir comment ça marche. Je ne vais pas mettre d'équation, je vous le promets, et ça je le sais parce que les transparents sont prêts. L'idée, c'est que, bon, j'aborde cette question-là parce que souvent on me dit, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé à chaque fois de copier le cerveau humain? On en a déjà un, il est performant. Diable, pourquoi prendre un autre? C'est une question philosophique. Et en fait, si on regarde dans notre parcours de l'humanité, le développement des sciences et technologies, en fait, on a toujours fait ça, hein. On a toujours copié. On a copié, alors bon, là, comme je dois aller vite et que, voilà, j'ai pas le temps... je ne sais pas, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, le TGV, qui est vraiment une réplique du bec du Martin Pêcheur. L'aiguille, il y a un brevet extraordinaire qui a été développé sur les seringues. Ah, c'est moi maintenant qui cache le truc. Là, il y a une seringue là, qui fait pas mal. En fait, c'est vraiment une copie de la trompe comment dire, d'un moustique. Et donc, c'est une opération qui était quand même récurrente. Donc, la question ne se pose pas de ce point de vue-là. Elle va se poser, mais autrement, pas de ce point de vue-là. Et donc... Alors, bon, là je vais passer dessus, donc l'idée, parce que le cerveau est compliqué, je voudrais très rapidement vous montrer dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire derrière il y a le cerveau humain, quelles sont les phases par lesquelles on est passé pour en arriver au produit qu'on a aujourd'hui, et puis anticiper ce qui va arriver demain. Alors rapidement, il y a quelques étapes, une étape théorique, je ne sais pas si vous avez vu le film Enigma, par exemple, hein, on est là, Enigma. Ici, la naissance même du terme d'intelligence artificielle, parce que là on commençait à avoir des ordinateurs, bon certes c'était pas très puissant, mais bon, l'idée d'intelligence artificielle est née là dans les fins des années 50, ensuite peut-être, sûrement vous avez entendu parler des systèmes experts, hein, donc ça c'était l'époque des systèmes experts, c'est-à-dire que des règles, si proposition P et proposition Q, donc peut-être proposition ou non proposition S, ça nous a alimenté dans ma jeunesse pendant longtemps. On pensait qu'on pouvait mettre toute la connaissance sous la forme de règles. Bon, bien sûr, c'est avéré que ce n'est pas possible parce que, bon, on ne peut pas capturer toute la connaissance, en fait. Et suite à ça, on est passé par ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, en gros, il y avait quelques personnes, un peu comme moi, qui bidouillaient avec très peu de moyens, en espérant, voilà, faire un cerveau, mais c'était vraiment l'hiver. Ensuite, très rapidement, il y a eu 2 phénomènes. Le premier qui nous a tous choqués, c'est l'arrivée massive de données. Beaucoup de données. On nous a pris tout, que ce soit les données personnelles, nos publications, nos cours, nos amusements, tout a été numérisé, tout est devenu accessible et mis sur Internet d'une façon ou d'une autre, plus souvent pas protégé, donc disposition d'informations, pas forcément de bonne qualité, et puis l'avènement des gros processeurs graphiques ultra rapides, ultra puissants. Et les deux sont arrivés en même temps, et là, un coup de génie, Yann LeCun, un Français, a eu l'idée saugrenue sur le plan mathématique. Donc je vais faire beaucoup d'approximations, chers collègues. Ce n'est pas un exposé mathématique, donc je ferai des raccourcis, hein, d'accord. Et pareil en biologie, hein, donc il ne faudra pas m'en vouloir. Et donc l'arrivée de ces deux, je dirais, révolutions, évolutions, ont donné vraiment naissance aux intelligences artificielles. C'est la conjugaison de 2 phénomènes majeurs, mais vraiment majeurs. Okay. Et pourquoi je le dis? C'est parce qu'en fait, il va falloir remettre ça dans le cadre de l'évolution et de l'anticipation de ce qui va arriver. Et pour ce faire, je vais vous dire 2 mots sur ce qu'a fait Alan Turing, parce que c'est le pionnier. Bon, je ne vais pas passer par les détails intermédiaires, ça n'a pas d'intérêt pour la séance d'aujourd'hui. Mais Alan Turing a fait quelque chose
d'extraordinaire sur le plan théorique. En fait, il a dit la chose suivante. C'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais je le dis à ma façon. En gros, il y a des problèmes qu'on peut traiter avec une mécanique très très simple. Un jeu de règles. Et si je trouve ce jeu de règles-là, je peux par exemple calculer une fonction, répondre à une question, construire un bâtiment. Je peux répondre à une question, mais uniquement avec des règles simples. Alors je ne sais pas si je pourrais faire une démonstration, mais si je ne la fais pas, c'est pas grave, je gagnerai du temps. Et pour simuler ça, peut-être que vous avez entendu parler du jeu de la vie, ça vous dit quelque chose? Le jeu de la vie, par exemple, une scène comme celle-là, d'accord? Des règles simples, je ne sais pas si on arrive à les voir. Une cellule verte, ça veut dire qu'elle est vivante, la noire, elle est morte, d'accord? Une cellule vivante entourée de 3 cellules vivantes reste vivante. Si elle est entourée, ou à côté d'elle, il n'y a qu'une seule cellule, en fait, elle meurt par isolement, d'accord? Si elle est morte et qu'il y en a 3 au moins qui sont vivantes autour d'elle, donc elle naît, d'accord? Voilà, si on a beaucoup, à ce moment-là, il y a surpopulation et la cellule meurt. C'est bête comme règle, et on a joué ça, il n'y avait pas d'ordinateur, sur papier. Donc on joue, on efface, etc. Et là, franchement, c'est waouh! On voit émerger des formes qui, sur le plan de la théorie de l'information, franchement, sont déstabilisantes. Dans le sens où il y a des objets... Attendez, je vais quand même essayer. Peut-être que ça va marcher. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être que ça va marcher. Oh, ça ne marche pas. Si. Si, si. Oh, bon, c'est pas grave. Donc, en fait, ces formes-là, il y en a qui vont disparaître, et d'autres se transformer, et donner naissance et donner corps à des objets, soit statiques, soit dynamiques. Et dynamique, alors je vous donne un exemple, naît une forme, sous la forme d'un canon, vraiment avec un canon, et qui de temps en temps envoie un obus directement en face d'un autre groupe de cellules et qui l'explose. Personne ne l'a programmé, c'est juste des petits points que vous mettez aléatoirement, vous appliquez ces règles, et là on voit apparaître plein de choses. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. L'INRIA a fait un travail extraordinaire dans ce domaine récemment parce que son équipe a matérialisé ces formes-là. Et là, ils ont développé la notion de... Enfin, ils ont développé, c'est pas vrai. Et a émergé la notion de locomotion. Donc on a des objets qui finissent par avoir des pattes pour bouger. Des objets qui se rapprochent, qui s'accouplent et donnent des enfants. Et personne ne l'a jamais programmé. Donc, la théorie de l'information qu'il y a derrière est assez puissante. Et c'est ce qu'on appelle la théorie de l'émergence. C'est-à-dire que tout le comportement, notre système de vie, notre univers, parce que c'est un univers d'information, en fait, par les propriétés de l'information, possède absolument tout. C'est-à-dire, nous, on est un résultat, et en théorie, au sens de l'information, on pourrait reconstruire le monde. Parce que rien n'a été programmé et on n'a pas besoin de programmer. Tout émerge. Alors je sais que ça peut être un peu philosophique, mais c'est essentiel de comprendre que rien n'est programmé. La deuxième chose qu'il a faite, et puis je passerai rapidement ensuite, c'est ce qu'on appelle le test de Turing. C'est un test dans lequel on prend un être humain, on le met en face de quelque chose, donc ça peut être une machine ou un être humain, mais si on le met devant une machine, on va mesurer le temps nécessaire, qui lui est nécessaire pour décider si oui ou non la chose, ou l'entité avec laquelle il discute est un humain ou une machine. Plus ce temps est lent, plus l'algorithme ou la machine est performante. Aujourd'hui, ce test n'existe même presque plus. Pourquoi? Parce que dans un temps raisonnable, il n'est pas possible pour un être humain de dire si oui ou non il est en train de parler à une machine. C'est pour ça que ce test maintenant n'a plus beaucoup d'intérêt. Yann LeCun dit que ce test n'a plus de sens parce que tellement on a avancé, alors que c'était une compétition internationale annuelle. Donc, voilà, je dirais, les 2 points principaux. Et ce que j'ai dit sur Turing, on va le reprendre quand on va parler du futur et de nos usages. C'est très important de comprendre ce concept-là d'émergence et de comment ça va se passer demain. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir arrêter. Donc, on essaie de copier le cerveau. Donc, on a à gauche une représentation d'un neurone quasi réel, ici. Les biologistes ont travaillé sur une espèce de modélisation à leur façon, qu'ils ont simplifié. Et, parce que ça a commencé par des biologistes, de ce point de vue-là.
L'IA a commencé par les biologistes qui ont demandé aux mathématiciens, informaticiens et numériciens de dire, ben, maintenant on pense que ça fonctionne comme ça. Est-ce que vous pouvez nous construire un modèle mathématique qui représente cette cellule élémentaire qu'est le neurone? Et c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà le modèle mathématique. Il n'y a pas de formule, hein, c'est un schéma, d'accord? Donc je vais vous l'expliquer. Ça, c'est le noyau du neurone, d'accord? Et puis là, il y a les filaments qui arrivent, comme vous avez vu tout à l'heure, qui arrivent sur le neurone. J'ai simplifié, puis il y a un seul fil. Okay? Les mathématiciens ont dit que c'est ça un neurone, d'après votre compréhension biologique. On est parti de là, dès qu'on a construit ce qu'on appelle le perceptron. Et c'est Frank Rosenblatt qui l'a mis au point. Alors au départ, c'était vraiment des fils électriques, il n'y a pas d'informatique, c'est vraiment des fils avec des potards, puis une ampoule, et puis pour voir un peu, est-ce que c'est comme ça que ça peut fonctionner un neurone. On est quand même au début. Donc l'idée, c'est que on a des entrées, c'est des filaments, c'est des dendrites ou des axones, je ne sais plus, bref, un truc dans ce genre-là, les biologistes vous me corrigerez. Le corps du noyau cellulaire, et puis la sortie. Donc, l'étape d'après, c'est de dire qu'en fait, en réalité, quand ils regardaient le neurone, les signaux électriques, parce que c'est des signaux électriques, ne sont pas toujours de même intensité sur chacun des filaments. Je dis filaments, évidemment, c'est axone ou dendrite. Dendrite sur l'entrée, l'axone sur la sortie, je crois. En fait, l'intensité de l'électricité n'est pas toujours la même. Donc, les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des potards pour mettre plus ou moins du jus sur les filaments. Okay, et au bout, là, ils ont mis une ampoule, tout bêtement. Je voulais en construire un, mais je n'ai pas eu le temps cet été, j'étais chargé, pour vous montrer comment ça marche. En fait, vous, des potards, ça s'allume ou ça ne s'allume pas. Alors, mathématiquement, vous savez bien qu'on peut obtenir comment dire, un allumage de l'ampoule avec différents réglages. Mais c'est le neurone, c'est le perceptron. Okay, alors, l'idée était la suivante, bon, c'est l'ambition d'après, Turing y avait déjà pensé. Voilà, bon, supposons que j'ai mon neurone, il est là, il est plus ou moins compliqué. Je vais mettre des filaments ici. Je vais trouver un moyen pour mettre de l'électricité ici. Et puis je vais mettre juste 2 ampoules. Sur cet exemple, je vais mettre 2 ampoules. Et mon cerveau, parce que je vais me représenter un cerveau pour dire que en fait, c'est moi qui vais décider, si cette ampoule bleue s'allume, je dirais que c'est une pomme. Par contre, si c'est celle-là, je dirais que c'est une banane. Okay, et puis je vais lui donner des pommes et des bananes, des pommes et des bananes, et j'essaie de voir est-ce que ça marche. Alors, je mets pomme, si c'est l'ampoule pomme qui s'allume, je suis content. Sinon, je vais jouer sur les potards à la main, au départ, à la main, pour faire en sorte que ça marche. Après, je remets une pomme, mais qui est peut-être inversée, et pareil, en espérant qu'après plusieurs essais, cette chose-là réponde systématiquement pomme et banane de façon correcte. Ça va pour l'instant? Alors après, ben oui, d'accord, mais comment je lui rentre une pomme? Parce que si je prends une pomme que je mets sur des fils, ça ne va pas marcher, donc il faut que je trouve un moyen. Et là, j'ai repris le cas sur lequel j'avais travaillé, que tout le monde travaillait, donc dans les années 80, c'était la reconnaissance de caractères. Vous vous rappelez des OCR. Là, j'ai repris le chiffre 3, donc écrit, vous arrivez à le voir, d'accord? Et puis je dis tout simplement que là où il y a un trait de stylo, je vais mettre un 1, et où là où il n'y en a pas, je mets 0. 0, il n'y a pas d'électricité, 1, il y a d'électricité. Et je rentre ça, donc chaque ligne, ici. Bon, là, j'en ai pas mis beaucoup, mais pour vous dire, bon, je fais à l'horizontale, je mets verticalement, et donc ça me fait un truc énorme, on s'en fout complètement. Bon, ben, quand il y a plein de potards. Okay, et puis à la fin, c'est pareil. S'il veut bien. Ah, ne rigolez pas, vous seriez à ma place. Et alors, du coup, donc vous comprenez bien, donc je vais avoir beaucoup de potards à régler. De pétards aussi. On ne peut pas le faire à la main, c'est pas possible. Donc là, il va falloir trouver quand même une solution. Alors, mais juste avant, oui, il faut que je dise le mot sur le décodage, c'est-à-dire qu'à la fin, je vais avoir de l'électricité ou pas. Ici, je mettrai 10 fils, de 0 à 9. Ben, et puis, en face de chacun, je vais mettre une ampoule. Si c'est celle-là qui s'allume, ben, ça veut dire que c'est 1, c'est pas bon. Et si c'est 3, ben c'est bon. C'est tout. Hein, c'est tout bête, mécaniquement. Je voulais vous montrer cette partie mécanique des choses. Là, j'ai un petit exemple, je ne sais pas si on va voir. Je ne sais pas si on peut voir avec ces lumières. Déjà, on ne voit pas. Oula. Vous arrivez à voir la courbe là, on n'arrivait pas à voir ici. Ces lumières. Ici, j'ai un ensemble de perceptrons qui sont en train d'apprendre, et on voit la reconnaissance de ça, regardez,
Je vais vous montrer les résultats, ce sera peut-être plus lisible pour vous. Là, c'est en train de tourner, d'accord, sur une base qui s'appelle INST de plusieurs dizaines de milliers de caractères écrits par des humains, et on les donne donc à ces réseaux, à ces perceptrons, pour apprendre. Et là, ce que vous voyez, donc en vert, ça veut dire que c'est la réponse qui devrait être juste, mais là, il y a du rouge, ça veut dire qu'il s'est trompé. Donc pour là, par exemple, ici, il y a encore du rouge. Et si je le laisse faire, au bout d'un moment, normalement, si j'ai un peu de chance, pendant que je parle, je fais du remplissage pendant qu'il est en train de calculer, au bout d'un moment, il n'y aura plus de... Il est où mon truc? Je ne le vois plus. Enfin, il n'y aura plus de rouge, il n'y aura que du vert. D'accord? Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible, apparemment, de lui apprendre à reconnaître des formes. Donc, ici, par exemple, des chiffres. D'accord? Mais si je devais laisser passer longtemps, et d'ailleurs pour ça peut-être qu'il suffirait que je vous montre cette courbe-là, si je mets là, est-ce que vous avez... Oh, pas vraiment. Donc je vous décris la courbe. En fait, ça descend, donc il apprend, le réseau il apprend, il descend, mais au bout d'un moment, l'erreur n'est pas nulle, elle n'est jamais nulle. Ça fait des erreurs, c'est-à-dire que la réponse n'est jamais exacte. Il faut toujours vous rappeler ça, la réponse n'est jamais exacte. C'est quasiment impossible. Ou alors il faudrait tout simplement lui apprendre, pour chaque cas, lui donner la réponse. Donc il faut quand même rester raisonnable. Il ne faut pas que le nombre d'inconnus soit inférieur au nombre de données. Sinon, ça n'a pas de sens. OK? Bon, là j'ai fait un écart, je suis désolé. Alors, le bouton. Alors, maintenant, je n'ai pas parlé d'une chose, parce que sous la forme que j'ai donnée, vous avez bien compris, j'ai un noyau du neurone, j'ai de l'électricité qui rentre, et a priori, elle doit sortir, cette électricité, parce qu'on ne peut pas l'emmagasiner. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas tout le temps. Quelquefois, le courant passe, et d'autres fois pas. Pourquoi? Parce que la sortie d'un neurone, donc c'est une fibre, enfin une dendrite par exemple, et de l'autre côté c'est un dendrite, donc l'autre c'est l'axone, d'accord? Et il y a un contact entre les deux, au sens biologique, hein, et donc il y a de la chimie qui se passe. Des fois ça passe, mais des fois ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? C'est de la chimie, donc des fois c'est, voilà, on peut avoir des lésions, on peut avoir par exemple des atomes, enfin des liaisons ioniques qui ne se passent pas. En fait, le signal ne passe pas toujours. Et ça, si j'en parle, parce que c'est essentiel. C'est ce qui donne le non-déterminisme de la réponse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je me mets du côté interface utilisateur, ChatGPT, que tout le monde connaît, vous posez une question, il va vous donner une réponse. Reposez exactement la même question après, vous n'aurez pas la même réponse. C'est impossible. Il y a un aspect aléatoire. Entendu que si le signal en entrée, vous rentrez plein d'électricité, bah, ça finira par sortir. La probabilité que ça sorte, elle est grande. Si c'est très faible, la probabilité que ça sorte est très faible. Mais entre les deux, on ne sait pas. Et ça, c'est vraiment fondamental. On est en train de faire du biomimétisme, bien sûr, avec l'envie d'avoir un réseau qui fonctionne, mais c'est consubstantiel à, je dirais, à la structure même du neurone. Et des relations entre les neurones. Et dire, oui, mais bon, la nature ne fait pas bien des choses, du coup. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas déterministe? Ben, si c'était déterministe, il n'y aurait aucune créativité. Aucune créativité, y compris chez l'humain. Je vois des hochements de tête, oui. On ferait tous la même chose, si c'était mécanique. Je vous pose une question, vous allez me donner une réponse. Si je la pose à votre collègue, il donnerait la même réponse. Et pareil pour moi. Aucun intérêt. Alors, l'activation, bon, je passe, hein, donc vous avez compris que le perceptron, c'est l'entité de base. On est très vite passé, au lieu de travailler avec des perceptrons très simples, à des réseaux. Alors les réseaux, c'est quoi? C'est, en fait, voilà, c'est une représentation. Hein. Pourquoi je ne marche pas mon truc? Ah, il est là. Ah, si, là, regardez. Ici, par exemple, des neurones d'entrée, et là, des neurones de sortie, d'accord? Et entre les deux, on met des couches. C'est une représentation simple, on n'est pas obligé de le faire comme ça. D'accord, mais ça vous permet de voir une notion très importante, la notion de profondeur. Alors, ça, je le dirai tout à l'heure. Donc, vous avez compris, alors, est-ce qu'il est mon petit bouton? Il est là. Ici, imaginez, sur chaque fibre ici, il y a un potard. Comment on fait pour lui apprendre?
Et là, il y a une autre coopération qui a pris place entre les, comment on appelait ça, les gens qui travaillent en psychologie du développement et les cogniticiens. Donc les mathématiciens ont été les voir, nous on voudrait apprendre à notre réseau à reconnaître des pommes et des bananes, des caractères, tout ce que vous voulez. Quelles sont les méthodes d'apprentissage? Et là on découvre la variété de méthodes d'apprentissage. Et les mathématiciens disent, ok d'accord, on va faire exactement la même chose. Bon évidemment je ne vais pas passer en revue toutes les méthodes, vous êtes des spécialistes d'apprentissage, et donc il y a plusieurs méthodes, et donc pour chaque méthode on a développé le correspondant numérique à utiliser ça et là en fonction de nos besoins, parce que les besoins peuvent varier. Des fois on a besoin de reconnaître des caractères, des fois on a envie de tout simplement de dire si une chose est correcte ou pas, on peut faire de la classification par exemple, on a besoin de traduire, on a besoin de faire des résumés, etc. etc. Donc selon le besoin, on prend telle ou telle méthode d'apprentissage. Donc pour ce qui pourrait nous intéresser, c'est on utilise souvent l'apprentissage par supervision, c'est-à-dire qu'on apprend au réseau en lui donnant une information juste, on regarde sa réponse, si c'est bon, on lui dit c'est bon, si c'est pas bon, on lui dit c'est faux, mais on lui dit aussi combien c'est faux. Comment? Par une technique assez simple, mais je ne vais pas aller dans le détail, ça s'appelle uniquement rétropropagation du gradient, c'est ce qui est utilisé dans les réseaux de neurones. Mathématiquement, franchement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus performant. Il y a des algorithmes beaucoup plus performants que ça, mais toujours est-il que la rétropropagation du gradient, donc en fait, en gros, la sortie, elle n'est pas bonne, eh ben, on va dire à l'entrée, à ce qu'il y a avant, bon, c'est pas bon de temps. Donc, il faut que tu te débrouilles pour m'améliorer ça. D'accord? Comment? Alors, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, comment? Donc, en choisissant une descente. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus. L'autre technique que j'avais même personnellement utilisée sur les perceptrons, sur l'évolution génétique, c'est-à-dire je prenais des populations de neurones, une population sur laquelle j'appliquais les lois darwiniennes de sélection, de croisement et de mutation. Donc je les faisais marier entre eux, donner des enfants bien sûr perceptrons, qui grandissaient, finissaient par se marier, etc., pour générer, selon Darwin, une évolution positive de l'espèce. L'espèce en la question, c'est les neurones. Mais évidemment, je n'ai pas été très loin, et les gens comme moi n'avaient pas été très loin là-dessus, parce qu'il fallait vraiment de la puissance de calcul, mais on ne l'avait pas à cette époque-là. Une autre technique très récente, c'est la rétropropagation du gradient, qui est utilisée aujourd'hui. C'est quelque chose de très très intéressant, mais là je revendique la paternité, c'est mon droit. Même s'il ne cite pas, le papier, je l'ai développé, j'ai posé en 1999, il ne s'appelait pas rétropropagation du gradient, il s'appelait twinkling technique, donc c'est technique de scintillement. Les matheux intéressés, je pourrais leur expliquer, je passe. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc en gros, j'ai mon réseau, et là vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça demande beaucoup d'énergie. J'ai mes potards qui sont, au départ, ils sont réglés n'importe comment, et je voudrais avoir le bon réglage en apprenant au réseau avec des cas que je connais. Okay? Donc ce que je dois faire, c'est minimiser une erreur. Alors l'image que je vous donne, c'est, vous êtes dans une montagne, donc, vous êtes dans les Alpes, à ski, imaginons que l'objectif, ce soit vraiment de trouver le point, d'aller au fond de la vallée, le point le plus bas. En fait, l'algorithme que je vous ai dit qui n'est pas bon, enfin qui n'est pas très bon, consiste à dire je vais mettre mes skis dans la direction, alors je simplifie les choses, c'est l'opposé de gradient, mais enfin, c'est de prendre la pente la plus raide et de descendre le plus possible. Mais une fois que je suis arrivé au creux, là je cherche dans quelle direction je dois aller. Par exemple ici, regardez, là il descend, il fait ça, hop, il arrive là. Ok, là, idem ici, il suffit juste qu'il regarde la pente la plus grande, il arrive là. Par contre, celui-là, regardez, il arrive ici, mais il n'arrive pas à descendre ici parce qu'il s'est retrouvé dans un petit trou. Ok. Et toute la technique mathématique, elle est là, il n'y a pas d'équation. Sauf que c'est un problème très difficile. C'est un problème très difficile, et ça donne quoi? Ça donne la chose suivante, c'est que si on développe deux réseaux de neurones, on ne va pas avoir les mêmes réglages et les mêmes performances. Aucune raison que deux sociétés qui développent deux réseaux différents obtiennent la même solution. Impossible. Même en mettant les mêmes données, etc. Alors, je ne sais pas si... Alors, je dois citer Yann LeCun. Yann LeCun, donc je vous ai dit, c'est un scientifique français qui a eu une idée saugrenue, c'est de dire justement, on va mettre plusieurs couches.
pourquoi ne pas mettre plusieurs couches? Je fais partie de la génération qui avait travaillé avec une seule couche de neurones, entrée, sortie, et puis des couches au milieu, pour représenter en gros un bout de cerveau. Moi, mon prof de maths, il disait, oui, ben, on a travaillé avec, c'est très bien. Un jour, je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'en mettrait pas plusieurs? Il me regarde, il me dit, mais... Alors là, j'avais vraiment l'air idiot. Hein. Et il me dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi veux-tu mettre plusieurs couches? Mathématiquement, ça ne change rien. Et c'est vrai, mathématiquement, ça ne change rien, parce que c'est des combinaisons linéaires. Alors, je ne sais pas si on arrive à le voir. Je ne sais pas. Oh, on n'en voit pas. Enfin, vous ne voyez pas. Par exemple, si quand même, un peu, regardez. 3 fois 15, ça fait 45, ok? Donc j'ai une seule couche. J'ai la couche d'entrée, mettons, et ça la couche sortie, et j'ai une couche. 15. 3 fois 15, 45. Vous êtes d'accord? Je rajoute une couche. Où est-ce qu'il est? Il est là. 3 fois 3 fois 5, c'est 45. J'ai rajouté une couche. Ça ne sert à rien d'avoir deux multiplications alors qu'une seule suffit. C'est la raison que m'avait donné mon prof de maths. Yann LeCun, il a dit non, on le fait. Et il a mis plusieurs couches. Et ça, c'est génial, hein, parce que ça va vous perturber. Appliqué à l'identification des images, vous savez, dans Google, vous pouvez mettre une image, je vous dis, ouais, c'est une grenouille. Comment ça marche? En fait, il a mis plusieurs couches, et je pense que ceux qui iront dans... je ne sais plus qui fait cet atelier cet après-midi, enfin, vous verrez, vous pourrez peut-être même le tester. Donc, bon, c'est simplifié ici, c'est vraiment pour pédagogique. Hein. Je rentre les données de mon image, hein, donc c'est des points, avec des RGB, 3 couleurs, avec des intensités, et chaque pixel de l'image, ben, je rentre là-dedans. Okay, le fait de mettre plusieurs couches, ça sort un truc inattendu, mais vraiment inattendu, mais absolument incroyable. C'est que le codage de l'information monte en concept. Par exemple, la première couche, alors je ne dis pas que c'est vraiment ça, mais en gros, hein, la première couche, elle va coder tout ce qui est vertical et horizontal. À chaque fois que ça voit un segment horizontal ou vertical, ça va être codé sans qu'on le demande. Sans qu'on le demande, et c'est là la force. Sans qu'on demande quoi que ce soit. La première couche va prendre des formes géométriques hyper simples. La deuxième, peut-être des bouts d'arc, orientés dans un sens ou dans l'autre, ou des petites courbes. Guère plus. Troisième couche, composition de ces formes-là. On obtient un cercle, une ellipse, un carré, un rectangle, un losange, etc. La couche d'après, combinaison de ces formes complexes avec d'autres. Par exemple, un cercle barré. Des cercles, c'est important pour les yeux. C'est comme ça qu'on identifie les yeux. Hein, reconnaissance faciale, c'est ça. On reconnaît les yeux, on reconnaît le nez, on reconnaît la bouche. C'est une petite courbe comme ça. Là, si vous faites la grimace, que votre bouche est comme ça, ça sera codé sur une de ces couches-là. Et ainsi de suite. Personne ne l'a demandé, mais c'est ce qui se passe grâce à Yann LeCun qui a forcé le truc. C'est sûr que le résultat est le même, sauf que là, on dispose d'une information qui n'existait pas quand le calcul est complètement condensé. Alors, on le fait pour... Je passe vite, hein. On fait la même chose pour l'audio. Là, je me suis enregistré en train de dire, aujourd'hui, c'est dimanche, je suis au bureau, il pleut, c'est une journée quasi automnale. Là, je n'étais pas au bureau chez moi, mais à l'INSPE. Il pleuvait, bon, j'ai pas de regret. C'est la même chose, je prends mon signal, je le décompose en petits morceaux, et je le rentre dans le réseau. Et après, ça va me donner ce que je cherche. C'est pareil pour le texte. Bon, je fais un raccourci aussi, mais bon, c'est pas grave, on m'en voudra pas. Voilà, donc en fait, je décompose mon texte, ok, en petits bouts, et puis je le rentre au réseau, et je lui dis, ça donne quoi? Ils vont me donner n'importe quoi. J'utilise l'algorithme dont j'ai parlé tout à l'heure de la descente. Au bout de quelques journées de calcul, il finira par comprendre que c'est ce que j'ai écrit. D'accord? Sauf que je ne le fais pas sur une phrase, je le fais sur des milliards de phrases. Ensuite, il manque quelque chose. Alors, sûrement que vous ayant testé ChatGPT, par exemple, le terme qui revient toujours, c'est de la soupe. Oui, c'est vrai, d'accord, c'est cohérent, ça semble sympa, c'est bien écrit, il n'y a pas de faute, etc. Mais c'est de la soupe. Évidemment, ça c'est pour l'usage, on va dire, premier. Personne, aucun professionnel ne travaille comme ça, c'est pas vrai. Personne ne fait des questions de ce type-là et puis attend une réponse. Et il y a une notion importante, mais il y en a d'autres, la notion de température. C'est-à-dire que par défaut, vous avez un comportement de la machine qui reste raisonnable, c'est-à-dire vous lui apprenez des choses, et bien il va vous répondre de façon plus ou moins cohérente. J'ai mis un exemple, je peux peut-être... non, où est-ce qu'il est mon truc? Voilà. Je dis ce lundi, vous arrivez à lire, ce lundi la journée a commencé avec une météo
et je me suis arrêté. Il me dit pluvieuse. Ok. Je dis ce lundi, bon, je reprends la phrase. Ce lundi, la journée a commencé avec une météo pluvieuse. J'ai même fait une faute. Le réveil a sonné à 6 heures. Je n'avais le courage. Il me dit, je n'avais le courage de bouger. Non, attendez. Le courage, il finit mon mot, courageux, G-E, vous voyez, de me lever. Bon, ça va. Mais c'est pas rigolo. C'est pas innovant. Ça n'apporte rien. S'il veut bien. Je fais les réglages qu'il faut, ça vous le verrez en atelier. Je lui dis mon bureau est, il me dit envahi par des licornes en roller. Et mon bureau est envahi par des licornes en roller, parce que c'est lui qui a dit ça. Et moi je lui dis, mais pourtant je suis certain que je n'ai rien bu hier. Enfin, il me dit, je crois. À moins que ce jus d'orange n'ait été enchanté par un magicien distrait. Vous voyez bien le niveau d'innovation qu'il y a entre les deux. J'ai joué sur quoi? J'ai joué sur la température. Sur le degré de liberté que je donne au potard de sortie pour aller au-delà de ce qui est convenu. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment utiliser l'IA. Ce n'est pas en restant sur une température qui est réglée par défaut à 2. Parce que la pression des médias de la population ne veut pas qu'il y ait beaucoup d'hallucinations, ne veut pas, ils ont peur de tout et tout. Donc, ils ont mis les potards en dessous, ils laissent les professionnels se débrouiller, parce qu'on n'a pas un accès direct, mais de façon indirecte, augmenter la capacité d'innovation et de création des réseaux. Alors bien sûr, les termes que j'utilise sont là parce que vous êtes une population très diverse, il y a des professionnels de la chose et d'autres qui débutent, etc. Donc accepter mon langage un peu simpliste. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, n'est-ce pas alors? Donc je vais à un milliard de choses que je ne vais pas dire, c'est pas grave. Alors, troisième coopération donc avec entre les mathématiciens et numériciens, informaticiens évidemment. Quand je dis informaticiens, c'est ceux qui travaillent sur la théorie de l'information, ce n'est pas les codeurs. Les gens qui travaillent sur c'est une branche des mathématiques, plus basée sur la logique. Il y a une coopération avec ceux qui travaillent sur c'est les linguistes en fait, et la compréhension, comment on construit des phrases, et comment nous, on comprend le contenu d'une phrase, qui est transporté par la phrase. Et alors, je montre une image très très simple. Vous avez vu quand je parlais de reconnaissance de pommes et de bananes. Donc j'ai des câbles d'entrée, ok. J'ai une image, et puis je mets autant de câbles qu'il y a de pixels. Ça va. Sauf qu'une phrase, elle peut être courte, elle peut être longue. Alors, je ne peux pas adapter mon réseau tout le temps, ça n'a pas de sens. Et je fais comment? Je peux prendre des bouts. Il y a des réseaux qui intègrent ça. Donc on prend des petits bouts de phrases. Par exemple, on dit, bon, là, on va prendre 50 caractères, ou 50 000, on s'en fout. D'accord? Mais après, on peut couper la phrase, un mot en deux. Donc, on ne va pas transporter du sens, on va avoir que du caractère. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Là, vraiment, je vais faire des sacrés raccourcis. Oui, là, je suis obligé, faute de temps, je vais faire des raccourcis. La première idée est la suivante. C'est de dire que dans une phrase, donc, il y a des mots. Mais ces mots-là, chaque mot pris seul peut avoir plusieurs sens. Okay? Et donc, c'est l'assemblage de plusieurs mots qui peut créer le sens. Okay? Mais très vite apparaît la notion de distance entre des termes. Si la phrase est trop longue à la Proust, vous pouvez avoir deux mots importants, mais très distants. Donc, comment je fais pour garder dans mon apprentissage le fait que c'est le sens de la phrase que je dois garder et non pas les mots. Alors, a été développé tout un travail, notamment par Google, mais pas que, l'université de Stanford aussi, sur la distance sémantique. À Lyon aussi, il y avait une équipe dans les années 2000 qui avait travaillé là-dessus. C'est la distance sémantique entre des mots. Alors, je passe très vite, même si je pense que j'ai peut-être une petite... Ah si, j'ai un petit exemple. J'ai pris les mots suivants. Ah non. J'ai pris président, lead, chef, roi, monarque, empereur, dictateur et tyran.
Ouais, bah, c'est parce que la période en ce moment, elle est un peu compliquée. Je suis comme vous tous et toutes, donc forcément, je suis imprégné des préoccupations d'aujourd'hui. L'idée est la suivante, c'est que ces termes-là, est-ce qu'ils sont proches ou pas? Ben, c'est très difficile. Proche de quel point de vue? Si je prends le point de vue de l'autorité, sur une échelle, mettons, de 0 à 1, bon, ben, le tyran, peut-être qu'il est à 1, et le président, il est peut-être à 0,1. On va remarquer que je n'ai pas mis 0. D'accord? Ça, c'est une échelle. Mais est-ce que ça suffit pour définir la différence entre deux mots? Probablement pas, ce n'est pas suffisant. Si j'ajoute maintenant la notion d'hérédité, ou d'élection, de l'autre côté. Par exemple, ici, un monarque, un roi, bon, ben voilà, il est sûrement venu là par... comment dire, par hérédité. Alors qu'un président, voilà, j'ai pas mis 0 non plus, parce qu'il y en a, bon, c'est peut-être plus simple. Donc là, on voit très bien que déjà avec deux dimensions, hérédité et autorité, ben, la distance devient plus compliquée. La distance entre deux mots ne peut pas se mesurer sur un seul concept. Si j'ajoute la notion de malveillance et de bienveillance, là aussi, la distance entre, par exemple, un dictateur et un roi ou une reine est relativement importante sur l'échelle de la malveillance. Mais la question qui se pose, là j'ai pris 3 axes, bienveillance, hérédité et autorité. Mais il y a combien de dimensions pour décrire la distance entre deux mots? Il y a combien? Bon, personne ne sait. Ou alors, peut-être les linguistes, et encore, je ne suis pas sûr. Parce que n'oubliez pas que là, on ne travaille pas en français ni en anglais, on travaille sur les 157 langues qui sont un petit peu codées. Hein. Eh ben là, il a été décidé, bon, il y a eu des essais avec 50, une dimension 50, on se dit, bon, ben, a priori, avec 50 concepts différents, on doit pouvoir trouver la différence entre deux mots. En fait, on a été jusqu'à 300. Vous pouvez vérifier si ça vous intéresse, hein, les bibliothèques sont en ligne, vous pouvez voir ces distances-là et comparer entre deux mots, par exemple, tyran et président, et vous verrez s'ils sont proches ou pas. Donc, avec cette technique-là, étant donné une phrase, on va pouvoir, comment dire, identifier des dimensions, d'abord des similarités entre deux termes, mais aussi des proximités, parce que là, c'est des termes du même type. Mais je peux prendre, si par exemple je prends roi et reine, ils vont être dans l'espace des connaissances quelque part, mais qu'est-ce qui va les séparer? C'est juste le genre. Et donc cette connaissance-là, aujourd'hui, depuis quelque temps, on arrive à l'extraire. C'est-à-dire qu'en faisant avaler à un réseau, comme je vous ai montré, des milliards de phrases, d'accord, il va extraire toute cette connaissance-là, de façon automatique, sans que vous sachiez vous-même, parce que nous, on n'est pas capable, il va vous donner, sur cette dimension, c'est telle valeur, mettons que ce soit entre 0 et 1, là c'est 0,1, là c'est 0,2, mais vous ne pourrez pas dire en quoi exactement. Tout ce que vous pouvez dire, c'est similaire ou pas. Donc si j'ai une phrase avec deux mots éloignés, parce que la phrase est longue, et puis voilà, c'est écrit comme ça, mettons en allemand, par exemple, ou comment dire, le terme essentiel doit être à la fin, ben, vous pouvez être perdu, hein, il faut attendre la fin. Mais s'ils sont proches, on va pouvoir garder cette information-là. Et c'est comme ça que sont nées les intelligences artificielles récentes, donc avant 2017, mais récentes pour autant. OK? Laure, ça va? Ah bon? Alors, je ne pourrais pas parler de futur, de sécurité, de... Alors, autre dimension vraiment essentielle, je pense que je vais prendre juste 2-3 chapitres qui me semblent importants en tant qu'enseignant, comme vous, parce que je pense qu'on peut partager les mêmes préoccupations. D'abord, la notion de pensée. Donc, en fait, je n'ai pas forcément envie de mettre des slides, parce que c'est ça qui me retarde, je préfère vous parler. Donc, vous avez compris, ce qui compte dans une phrase, ce n'est pas les mots, c'est la distance entre les mots. Okay? Donc, techniquement, comment on fait? Ah ben, on prend tout un texte, un paragraphe, une page, une phrase, d'accord? Et on se donne, mettons, un dictionnaire de 50 000 mots. Chacun de ces mots, on a dit, on l'autorise à être exprimé donc, dans un dictionnaire de sémantique de dimension 300.
j'ai dit hérédité, je ne sais pas, genre, etc. Okay, donc tous ces concepts-là, et chaque mot, par entraînement, aura, comment dire, ses caractéristiques. Okay, bon, mais ça reste des mots. Ensuite, comment dire, cette matrice où il y a plein de nombres, c'est que des nombres, hein, un réseau de neurones, hein. Une intelligence artificielle, c'est que des nombres, c'est les potards dont j'ai parlé. Ce n'est que ça, c'est que des potards. Eh bien, ces potards-là, je vais les régler et je vais vérifier, par exemple, si je suis en train de traduire, je donne ta phrase, je règle les potards et je vois est-ce que le sens est gardé. D'accord? Et je donne un score. C'est 0 parce que franchement, tu es complètement à côté, ou alors tu es à 0,5 parce que tout n'est pas bien clair. D'accord? Et on fait ça, on entraîne le réseau jusqu'à ce qu'il comprenne. Donc on re-règle les potards de cette façon-là. Mais ça reste des mots. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas le sens. C'est juste des mots. D'accord? Pour arriver à la pensée, là, il y a eu, je dirais, une invention quelque peu saugrenue. C'est de dire que, en fait, la similarité est un concept, mais la pensée, c'est au-dessus. Ça veut dire que pour exprimer une pensée, ben, il nous faut plus de choses. Et donc l'inventeur de la chose a dit la chose suivante. Il a dit, bon, je vais caractériser la pensée dans une phrase, dont, avec, tout à l'heure c'était 300, avec 1000 caractéristiques d'une pensée. Alors on ne sait pas ce que c'est, hein, mais c'est des caractéristiques. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Ben, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence avec des nombres quelconques, et on donne des phrases, des milliards de phrases. Et ces vecteurs-là se remplissent parce que c'est des potards, hein, c'est que des potards, et ils finissent par se remplir. Et là aussi apparaît une magie comme celle que j'ai décrite pour l'image, c'est que ces 1000 nombres finissent par représenter la pensée. C'est absolument déstabilisant. Absolument déstabilisant. Vous ne faites rien, vous prenez n'importe quoi, vous l'entraînez, ça demande 150 jours de calcul. Hein. 150 jours de calcul, c'est une grosse puissance. On va capter la similarité entre les mots et on va capter aussi la pensée qu'il y a derrière la phrase, ou le paragraphe, ou le texte, sous la forme de nombres. Mais nous, on ne sait pas interpréter. L'humain ne sait pas interpréter. C'est que des nombres. D'accord? Pas le temps, mais je pourrais vous montrer ces nombres-là. Mais on ne peut rien en faire. D'accord? Donc, cette façon de faire a permis la naissance de ChatGPT 3. C'est-à-dire qu'on prend un mot, on connaît sa proximité avec les autres, voilà, très bien, mais il y a une pensée. C'est du n'importe quoi dedans, il y a n'importe quoi, c'est juste des nombres qui vont perturber mes mots, et après je prends le mot suivant, qui va perturber le mot d'avant, et la pensée qui a été perturbée vient me perturber, et ainsi de suite. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette mécanique? Pour les matheux, c'est que des produits de matrice. Hein. C'est tout. Et cette mécanique-là permet d'extraire la pensée. Ce qui est particulièrement utile, bon, si vous faites la traduction, parce que quand vous traduisez, si vous partez de, je sais pas, jamais 203, partez de 4 termes. Si vous traduisez en allemand, c'est quoi? C'est Alle Gute, Dinger, Sie, Drei, ça fait 5. Donc vous passez d'une phrase de 4 mots à 5. Qu'est-ce qui permet de le faire? C'est la pensée. Parce que ce n'est pas la proximité entre les mots, parce qu'on se resterait contraint sur les 4. Et la pensée va vous permettre d'avoir le 5e mot dans ce cas-là. Donc, dans un réseau, certains, j'entends ça souvent, oui, il a copié-collé, il a tout dans le réseau. Non, pas du tout. Tout n'est pas copié. Heureusement, d'ailleurs, il y a beaucoup trop de choses. Et ça n'aurait aucun intérêt. D'accord? Je voudrais dire 2 mots sur... Laure, tu me donnes combien de temps? Sur les défis, les risques. 5 minutes, les risques. Bon, il y a des risques évidents, mais je voudrais citer au moins 2. Le premier est des géopolitiques. Pour avoir un réseau, une intelligence artificielle, je dis réseau de neurones, enfin, je vais essayer de dire intelligence artificielle, il faut... comment dire, bien sûr des mathématiciens, etc., mais franchement au niveau de maths, il est collège, allez, j'exagère, peut-être lycée, il n'y a rien de plus, parce qu'on fait des exponentielles au lycée, donc c'est bon, ça suffit. Et encore sur les IA récentes, il n'y a même pas d'exponentielle, désolé, il n'y a même pas d'exponentielle, c'est plus et multiplié, c'est tout. Okay. Ensuite,
Surtout, ce qu'il nous faut, c'est de la puissance de calcul. Réfléchissez un instant. Il y a 2 pays qui ont des machines de calcul. La Chine et les États-Unis. Nous, on est dépendants. Premier obstacle. Deuxième, les données. Il y a des pays qui ouvertement collectent tout. Exemple, la Chine. Ils ont accès à beaucoup d'informations. Mais vraiment beaucoup d'informations. Nous, on s'est protégé avec la RGPD. Par exemple, les données personnelles ne sont pas accessibles. Donc on ne pourra jamais développer une intelligence artificielle qui pourrait nous aider sur tous les problèmes liés, je dirais, à la sociologie, à la psychologie. Surtout la sociologie. D'accord ? On ne pourra pas avoir des systèmes puissants, parce qu'on n'aura pas accès aux données. C'est un vrai problème géostratégique. Ni les machines, ni les données. Et nos concurrents, ah ben, ils auront tout. On fait comment? On ne l'utilise pas? On développe la nôtre? Etc. Donc la question se pose, et je pense que c'est très important d'y réfléchir en tant que citoyen, en tant que professionnel. Le deuxième, parce que les autres sont évidents, je ne dis pas que celui-là ne l'est pas, mais peut-être parce que je pense que c'est un vrai problème, c'est la survie des cultures. Il est entendu que si on laisse les IA se développer telles qu'elles se développent aujourd'hui, il y a beaucoup de cultures qui vont disparaître à terme, parce qu'elles ne pourront pas avoir leur influence dans les systèmes d'apprentissage. Et donc, ce qui va être appris, bien sûr, aujourd'hui, ça sera... Aujourd'hui, c'est un petit peu influencé par les contenus d'Internet, et donc il y a une petite part, 5% par exemple en français, 3% en allemand, etc., etc., mais ça reste essentiellement nord-américain, d'accord? Donc, si on ne fait rien, et on continue à être une société consommatrice, on disparaît. Culturellement, on disparaît. La question se pose sérieusement. J'utilise l'IA parce que, bon, je suis à la bourre et j'ai envie d'une fiche de préparation pour préparer mon cours de maths, ok, mais ce faisant... Bon, j'ai pris maths parce que voilà, mais j'aurais pu prendre autre chose. Ce faisant, ben, je ne produis pas. J'utilise. Et je reboucle, je réalimente l'IA avec une connaissance née de l'IA qui aide et est alimentée par une autre culture. Donc didactiquement, alors j'ai développé tout un slide sur les risques didactiques et pédagogiques, sans être professionnel de la chose, mais ça paraît tellement évident sur les pratiques pédagogiques que la question se pose. Le futur de l'IA, dernière phrase. Alors je vous aurais dit à peu près 20% de ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Le futur de l'IA, parce que ça consomme énormément d'énergie, d'accord? L'empreinte carbone d'une requête que vous faites sur ChatGPT, par exemple, c'est 1,4 g. Il y a 200 millions de requêtes par jour. Ça représente à peu près 1% de la production d'une centrale nucléaire comme celle de Belleville. C'est 11% de la production, pour l'apprentissage, c'est 11% de l'énergie produite par jour. C'est une centrale nucléaire, Belleville, c'est pas un petit truc. D'accord? Ça vous donne une idée. Et on est sur des IA premières. Hein. Celles qui vont arriver sont énormes. Et c'est pourquoi, et c'est le futur, les travaux ont commencé, les résultats sont prometteurs. En fait, aujourd'hui, on commence à faire l'inverse. Parce que le cerveau humain, je ne vous l'ai pas dit, c'est 20 watts de consommation. Un PC, c'est 500 watts, d'accord? Et ce n'est pas les gros calculateurs. 500 watts, donc sur le plan écologique, il y a des questions. Et donc aujourd'hui, on a commencé à développer des réseaux, des intelligences artificielles biologiques. C'est-à-dire que le perceptron que je vous ai montré, on le fait avec des cellules. Et donc le réseau de neurones ne sera plus sur ordinateur d'une certaine façon, ce sera dans un bouillon. Et donc, alors, voilà. Et les promesses, c'est bien sûr le développement durable, parce qu'il y a beaucoup de résultats sur comment on pourrait faire pour préserver la planète, et là, avec les IA actuelles. Bon, je peux en parler pendant longtemps. J'espère que vous avez peut-être capté deux, trois idées. Je suis désolé encore une fois de ne pas avoir été un expert, soit dans des domaines disciplinaires différents. Ça aurait été c'est impossible. Et puis, ma foi, plus tard, si vous avez des questions, comme a dit Laure, dans la table ronde ou après, en repas, je sais pas. Ben, je vous remercie pour votre attention. Voilà.